Le président de la République, Félix Tshisekedi, est déterminé à mettre fin au cycle infernal de l'insécurité dans le pays, plus particulièrement dans sa partie Est. Lors d'un discours à la nation très suivi et interprété de plusieurs manières cette semaine, il a appelé à une mobilisation générale des Congolais, d'abord pour une solution à ce problème qui a tant duré. L'ennemi, c'est le Rwanda. Derrière le M23, ce n'est plus un secret. La stratégie va vraiment changer sur le terrain. Nous allons analyser le contour de cette situation avec un communicateur du parti présidentiel, Junior Koudoura, que l'on retrouve aujourd'hui dans la casquette de communicateur de l'UDPS. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher et merci encore une fois de me recevoir sur votre plateau et sur votre chaîne pour permettre de m'exprimer. En parlant de chaîne, ça fait tellement longtemps que l'on vous a eu sur ce plateau et entre-temps, vous avez même créé votre propre chaîne de télévision aussi. Effectivement, j'ai avec mes équipes et mes collaborateurs mis en place une télévision, Premium Télévision, qui est émise à Kinshasa gratuitement, qui est disponible gratuitement sur la TNT et qui est là pour à la fois divertir, informer et former les Congolais de manière générale. Mais aussi contribuer à cette guerre, cette guerre imposée à la République démocratique du Congo injustement par son voisin, le Rwanda. Vous avez suivi le discours du président de la République, Félix Tshisekedi. Ses propos d'aujourd'hui ne ressemblent plus beaucoup à ses propos d'hier. On sent un Félix Tshisekedi un peu plus déterminé à faire face à tous les moyens possibles de la guerre s'il le faut, pour retrouver la paix en République démocratique du Congo. Que pensez-vous de ce virage, si on peut le dire, à 90 degrés ? Eh bien, je pense que le chef de l'État a répondu aux attentes des Congolais. Il est actuellement très offensif au niveau national et international parce que les circonstances l'imposent. La diplomatie, il l'a dit lors du discours à la nation, est intrinsèquement liée au fonctionnement des États. Mais lorsque cette diplomatie ne fonctionne pas, et que la guerre et la situation sur terrain nous imposent de réagir, eh bien, le chef de l'État a réagi. Il nous appelle tous, les Congolais, à nous préparer mentalement et psychologiquement à cette réaction, donc à une possibilité très probable d'entrer officiellement en guerre avec le Rwanda, compte tenu des situations qui nous imposent. Cette guerre, elle nous est imposée. Évidemment, nous avons choisi d'abord l'option diplomatique au niveau de la présidence de la RDC, parce que la diplomatie est le mode classique de traitement des questions internationales. Mais lorsque cette diplomatie ne porte pas ses fruits, comme nous l'espérions, malgré notre bonne volonté, eh bien, nous devions réagir, tenant compte de nos obligations par rapport à la population et à nos engagements par rapport à l'État. Junior Koudoura, vous êtes de l'UDPS, c'est-à-dire vous êtes quand même un homme du peuple. Quand vous voyez le Congolais aujourd'hui, le Kinois par exemple, est-ce que Félix Tshisekedi peut compter sur sa population, tel qu'il a appelé à la mobilisation générale, vu l'état d'esprit actuel de la population, est-ce qu'il peut compter sur cette population? Je pense qu'il le peut, je pense que nous pouvons faire plus aussi. Aujourd'hui, la situation à l'Est touche tout le monde. Tous avons de la famille directe ou indirecte à l'Est du pays, mais il ne s'agit pas seulement de l'Est du pays, il s'agit de la pérennité même, de l'avenir de la RDC de manière générale. L'article 1er de la Constitution le dit, la RDC dans ses frontières de 60 est une et indivisible. Aujourd'hui, la question qui commence à l'Est est une question qui peut toucher après le centre, après l'Ouest. Donc la question fondamentale que vous posez, elle est très importante. Les Congolais sont au courant de la situation, ils sont inquiets, mais je pense qu'il faut une plus grande implication et une plus grande mobilisation de la population. Je lisais dans les journaux des interviews selon lesquelles les acteurs politiques disaient qu'il fallait trouver les vrais partenaires de la RDC, mais le premier vrai partenaire de la RDC sur lequel le chef de l'État devrait compter, c'est la population. C'est l'unité nationale, c'est le patriotisme, c'est l'amour du pays, de la patrie. Ne tenant pas compte du fait que nous soyons à l'Est ou à l'Est. C'est la volonté des États de résister face à l'invasion. Vous l'avez vu lors de la guerre en Irak aux États-Unis, par les États-Unis, les Irakiens n'avaient pas des millions ni des milliards, mais une volonté ferme de protéger leur pays contre l'invasion. Vous l'avez vu au Mali récemment avec la France, les Maliens n'ont pas les milliards qu'a la France, mais une volonté ferme de chasser les Français de la France. Nous l'avons vu en Afghanistan aussi, lorsque les Afghans ont résisté les talibans ont résisté contre les États-Unis, dans un autre contexte. Mais la volonté patriote et l'amour du pays
est le meilleur des partenaires que nous puissions offrir au chef de l'État plutôt que de décrier le fait qu'il aille vers la force régionale, par exemple, ou chercher des partenaires internationaux. Justement, vous avez parlé des alliances. Félix Tshisekedi a peut-être d'abord commencé par faire confiance à ses alliés de gauche à droite, notamment de la sous-région, l'Ouganda, le Kenya. On a même accueilli une armée encore avec tous les dangers possibles aujourd'hui. On reproche à cette armée notamment de nous avoir poignardé dans le dos, même si ce n'est pas encore très clairement confirmé. Et on a le Rwanda qui a clairement agressé, on a les Kenyans aujourd'hui à qui on fait encore confiance. On reproche peut-être à Félix Tshisekedi d'avoir fait confiance à l'extérieur avant de faire confiance aux Congolais, comme c'est le cas aujourd'hui. Comme je l'ai dit, la diplomatie est la voie classique de traitement des questions. Mais aujourd'hui, il faut le dire de manière sans équivoque, tant que la RDC existera, le Rwanda lorgnera nos richesses, parce que ces richesses sont fondamentales à sa survie. Mais une guerre totale dont parle le chef de l'État avec le Rwanda n'est pas non plus profitable à certains pays de la sous-région. Nous avons des partenaires, des pays limitrophes qui nous entourent, et pour qui une guerre avec le Rwanda aurait des conséquences, mouvement de population, insécurité, démographie, etc. Donc aujourd'hui, il est important que cette question, qui est une question internationale, régionale, soit traitée au préalable avec les partenaires internationaux, et quand ces partenaires, et si ces partenaires un jour devaient aller à l'encontre des intérêts congolais, eh bien, nous sortirions de ces accords, et c'est ce que le chef de l'État a fait, avec la déclaration qu'il a faite en disant que des pourparlers avaient été mis en place avec le Rwanda et qui n'ont pas été respectés par le Rwanda, et donc du coup, nous nous sommes retirés, il levait l'option B. Donc aller vers les forces régionales et vers les partenaires internationaux, ce n'est pas une erreur, parce que la question RDC-Rwanda est une question régionale, avec des conséquences régionales. Et aller vers ces partenaires pour voir leur bonne foi et se dire que, écoutez, nous ne voulons pas la guerre, mais nous privilégions la paix, et cette paix-là, nous vous demandons de l'accompagner, mais si vous ne voulez pas, nous irons clairement en guerre. Seule la RDC l'a dit. Et donc, nous répondons clairement que oui, nous avons souhaité mettre en place une force régionale, mais ça ne veut pas dire que nous avons dit que c'était la seule option. Cette option-là, si elle ne marche pas, nous irons en guerre clairement. Le chef de l'État l'a très clairement dit. Et pour vous rejoindre maintenant sur le deuxième volet de la question relative au soutien interne, moi j'ai regretté par exemple le fait que des politiques internes, des anciens candidats présidents de la République, sur TV5 Monde ou sur France 24, vous expliquent que s'il y a la guerre à l'Est, c'est parce qu'il n'y a pas eu la vérité des urnes. Mais nous sommes adultes, nous tous, au Congo, nous comprenons que, j'aimerais demander, mais quel est le lien entre la vérité des urnes et cette guerre qui est là, qui nous est imposée depuis des décennies? La MONUSCO est en décès depuis 23 ans. La guerre à l'Est, le M23 a commencé en 2012, il y a 10 ans. Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Donc comment lier la vérité des urnes à la vérité de la guerre, qui a des conséquences beaucoup plus néfastes même, en termes de priorité, que les urnes, les élections? Aujourd'hui, s'il n'y a pas de paix à l'Est, même pour les opposants, c'est grave. C'est une mauvaise chose parce que ça remet en cause tout un processus de paix, de stabilité, donc d'élection. Parce que vous pourrez mettre 10 000 urnes au sud Kivu, au nord Kivu, je vous garantis que si ça crépite dans la ville, que ce soit à Goma, à Rutshuru ou à Bunagana, personne n'ira voter et personne n'aura envie de voter parce que ce ne sera pas une priorité. Ni pour la population de l'Est, ni pour le pouvoir central qui est garant de la population et de la nation. Alors vous parlez justement des millions à mettre en place. On est en plein débat en ce moment justement sur cette question de budget. Qu'est-ce qu'il faut exactement donner à l'armée pour être un peu plus combatif sur le terrain? Ouais. On a parlé d'un chiffre que vous n'ignorez pas. Est-ce que, à votre avis en ce moment, les moyens mis à la disposition de l'armée congolaise permettent que l'on puisse remporter cette guerre? Les moyens sont mis en place. Le ministre des Finances l'a clairement dit, chiffre à l'appui, sur une radio très suivie à Kinshasa. Sur le budget, 300 millions de dollars ont été décaissés au seul mois d'octobre 2022. La commission parlementaire, la commission défense, a dit effectivement que depuis que nous sommes en démocratie, le budget le plus élevé qui a été décaissé pour l'instant, c'est ce budget-ci que nous mettons en place grâce au président Tshisekedi. Donc les moyens financiers sont mis en place. Après, il y a la question aussi la guerre n'est pas qu'une question de finances. Vous pouvez mettre les millions que vous voulez en jeu. S'il n'y a pas un patriotisme, une implication de tous dans le processus, ça ne réglera rien. Les États-Unis avaient des milliards face à la guerre en Irak qu'ils n'ont pas remporté. Parce que la population irakienne a fait bloc, front commun, uni, patriote contre les Américains.
La même chose, les États-Unis en Afghanistan, échec. La même chose aujourd'hui avec la France qui est déboutée par le Mali. La population et donc l'unité malienne. Mais cette unité-là, le chef de l'État la réclame. La guerre n'est pas qu'une question de finances, mais de volonté, de mindset, d'unité. Et cette unité-là, elle fait défaut, il faut le dire clairement, en RDC, pour des intérêts politiques présidentiels individuels, elle fait défaut. Le chef de l'État aujourd'hui, il est allé aux Nations Unies devant la tribune, il a dit que le Rwanda est responsable de la guerre. Il a dit sur France 24 RFI qu'il voulait le départ de la MONUSCO. Seul, il porte la parole de la RDC aujourd'hui face à l'agression. Mais nous avons des dizaines de leaders politiques et aucun s'exprime, aucun ne soutient le chef de l'État dans cette manœuvre. Et au contraire, non seulement ces politiques-là ne le soutiennent pas, mais ils vont sur des médias internationaux occidentaux qui sont soutiens du Rwanda, donc complices du Rwanda, pour décrier la manière dont le chef de l'État se bat contre le Rwanda. Vous avez dit qu'il est le seul, justement, qui porte cette parole. Malheureusement. Dans une interview un peu plus précédemment, il disait que c'est lui le seul patron. C'est-à-dire que sa parole compte. Est-ce que les autres ont encore à dire quelque chose? Bien sûr que la parole compte. Lui, il a déjà dit, c'est lui qui représente la RDC. C'est bon, pourquoi les autres doivent parler aussi? Non, bien sûr que sa parole compte. C'est le chef de l'État, le chef de l'armée, le garant de la nation. Mais en tant que leader politique, en tant que simple citoyen que nous sommes, vous et moi, nous devons nous rallier à sa cause. Lorsque le 11 septembre, les États-Unis ont été attaqués, tous se sont ralliés à la cause des États-Unis, de George Bush. Lorsque Charlie Hebdo a été attaqué, tous les leaders se sont ralliés. C'est une question nationale, d'intérêt politique, mais d'intérêt national surtout. Donc il y a une responsabilité politique et civile. Cette responsabilité politique, nous, en tant que pouvoir, nous mettons en place les moyens financiers. En tant qu'opposition, elle doit être responsable de se ranger derrière le chef de l'État, de mettre de côté les appartenances politiques et autres. Je prends le cas de Martin Fayoulou, pour ne pas le citer, qui disait effectivement que oui, je me plains parce que la guerre à l'Est, c'est parce qu'il n'y a pas de vérité des urnes. Mais c'est ridicule. La guerre à l'Est est là depuis 2012. Le M23 est là depuis 2012. La guerre à l'Est est là depuis Musée Kabila, notre héros national. Tshisekedi n'a rien à voir là-dedans. Aujourd'hui, nous avons d'autres leaders de l'Est, Sud Kivu, Nord Kivu, Katanga, qui sont les premiers concernés par ce qui se passe à l'Est du Congo. Tous silencieux, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Tous silencieux. Et ils disent être des leaders de l'Est. Mais le chef de l'État porte sa casquette, il porte sa politique. Il est le premier, bien qu'étant pas de l'Est, mais en tant que président, il est le premier, le seul actuellement à défendre la RDC. Et nous devons nous rallier à cette cause-là. Je voulais préciser ici, une petite parenthèse, lors de la dernière réunion des Nations Unies, il y a quand même eu la résolution 2612 qui a été signée, la résolution selon laquelle, effectivement, la MONUSCO demeure jusqu'en 2023, décembre, mais surtout, l'approbation d'une stratégie de retrait progressif des Nations Unies, enfin de la mission de la MONUSCO en RDC. Et ça, c'est une victoire par rapport à toutes les politiques antérieures qui ont été exercées et qui n'ont jamais obtenu un principe acté de départ de la MONUSCO progressif. Même si ce n'est pas la première fois qu'on entend ce discours-là. Non, mais là, c'est une résolution. Déjà à l'époque de Joseph Kabila qui réclamait ce départ-là, oui, il réclamait. On a entendu qu'on est en train de parler d'un retrait progressif. Oui, effectivement, il parlait d'un retrait progressif, on en discutait. Aujourd'hui, on a obtenu une résolution. La même résolution selon laquelle la MONUSCO va demeurer jusqu'en 2023, la même résolution acte le principe, donc c'est coulé dans un texte. Et ce texte-là, nous devons le suivre pour en obtenir les résolutions qui permettront le départ progressif. Mais le chef de l'État, Tshisekedi, est le premier à avoir obtenu de manière concrète quelque chose de concret qui permette à la MONUSCO de quitter la RDC. Mais comme vous le dites, je reviens à la question générale. Oui, il faut les finances ont été décaissées. Son Excellence, M. Nicolas Kazadi l'a dit, 300 millions pour le seul mois d'octobre. Mais au-delà des questions financières, la guerre se gagne surtout par l'état d'esprit, par la volonté populaire, par la résistance populaire. Vous mettrez les millions que vous voudrez. Si les Congolais sont distraits, tant la population que les politiques, il y a une responsabilité politique. Je prends un autre cas, par exemple. J'ai vu qu'il y a une cotisation qui a été faite au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'est vrai. Plus ou moins 100 000 $. Le président Bosso l'a dit, en tout cas. 100 000 $ récoltés par les députés. Mais ils sont 500. 100 000 $, 500 députés, je ne minimise rien. C'est beaucoup d'argent, mais c'est peu d'argent. Alors que la Constitution, article 143 de la Constitution, alinéa 2, permet à ce qu'en temps de guerre, en temps d'agression de la RDC, on puisse prendre des lois qui mettront en place des mesures concrètes adaptées au contexte de guerre, d'agression du pays. En d'autres termes, en tant que député, plutôt que de cotiser 100 000 $ divisé par 500, des députés, ils sont quand même 500. L'un d'entre eux pourrait penser à faire une proposition de loi, à demander par exemple un effort de contribution citoyen compte tenu du contexte de guerre. Nous sommes 92 millions de Congolais selon l'ANU.
92 millions de Congolais, si vous en prenez 1 sur 3, c'est 30 millions de Congolais. Si chaque mois, chacun d'entre nous mettait $1, ce serait 30 millions supplémentaires. Encore dans la population qui vit parfois en dessous de ce $1 que vous êtes en train d'évoquer. Mais à l'Est, ils ne vivent plus du tout. Même en dessous de $1, à l'Est, ils ne vivent plus du tout. Ici, c'est même plus une question de vivre, c'est une question de survie, de perte du pays. Si vous pensez que si le Rwanda s'attaque à l'Est, il obtient l'Est, il va s'arrêter à l'Est. Comme tout conquérant, il voudrait une autre conquête, le centre et puis l'Ouest. Donc, ce n'est pas une question de l'Est. L'Est, c'est temporaire. L'objectif, c'est s'accaparer du Congo. Donc, oui, moi, je pense effectivement que $1 pour ceux qui peuvent le faire, c'est rien. Et pour ceux qui peuvent le faire, même durement, il faut le faire. La question de la guerre est une question nationale. Elle n'est pas la question du chef de l'État, ni de l'opposition, ni des civils. C'est une question de mobilisation générale. Même dans les églises, il faut mobiliser. Il faut que les leaders religieux... Je suis chrétien, donc je ne critique pas... je n'ai pas de parti pris. Mais il faut que les leaders religieux qui prêchent le mariage, qui sont très suivis, qui prêchent le mariage, qui prêchent la foi, qui prêchent le voyage, qui prêchent ceci, cela. Mais aujourd'hui, nous sommes en guerre. Qui prêchent le patriotisme, le nationalisme, la contribution, les efforts collectifs, la prière, les efforts, la générosité, la combativité. Donc il faut s'adapter tous, comme le chef de l'État l'a dit, face à l'ennemi commun. Le discours et la guerre contre laquelle s'oppose le chef de l'État, cette guerre avec le Rwanda, c'est les raisons pour lesquelles notre héros national, Laurent Désiré Kabila, est décédé. Aujourd'hui, le chef de l'État, il le dit aujourd'hui comme ça. Peut-être que dans 10 ans, nous comprendrons mieux ce qu'il dit aujourd'hui. Donc l'effort doit être commun. Politique d'abord, à travers nos leaders qui sont tous taiseux, et nous le regrettons. Et on parlait, oui, il y a une complicité, oui, le chef d'État doit choisir les bons partenaires, mais cette complicité-là, elle joue pour le compte du Rwanda. Donc nos politiques sont responsables aussi de l'audace des Rwandais qui estiment que par la division de nos politiques qui ne savent pas se rallier derrière le chef de l'État, même pour la survie de la nation, il y a une brèche qui se creuse pour le Rwanda et dans laquelle il se faufile. Vous parliez des partenaires et on a parlé un peu plus haut de la MONUSCO. Ouais. On a senti un mouvement de la population, plus précisément dans la partie est du pays, contre cette MONUSCO. Oui. Il y a des camions qui doivent être fouillés soit par les policiers, les autorités militaires, soit même par la police. La population risque d'être incendiée. On a eu des cas comme ça. Il y en a qui ont perdu la vie, il y en a qui ont ôté la vie à des Congolais. Vice-versa, c'est un peu aussi une épine dans le pied du pays, cette situation-là. Qu'est-ce que vous en pensez normalement en ce temps de guerre? Le chef de l'État l'a dit clairement aux Occidentaux eux-mêmes, la MONUSCO doit partir. Progressivement, pas progressivement, elle doit partir. La résolution 2612, comme nous l'avons dit, est une résolution qui acte ce principe-là. C'est un premier pas vers la victoire de leur départ. Mais la MONUSCO... Est-ce que leur départ est une victoire? Exactement. Très bonne question. La MONUSCO, c'est une victoire parce que la MONUSCO, contextuellement, c'est quoi? 99, le 30 novembre, la résolution 1279, la MONUSCO, la MONUC à l'époque, débarque en RDC pour une mission d'observation, en principe de 500 hommes. 500 observateurs pour un cessez-le-feu entre la RDC et des pays agresseurs. Toujours à l'époque, le Rwanda notamment, Rwanda, Ouganda, Angola, Namibie, Zimbabwe. 2002, accord de Sun City, la MONUSCO quitte son mandat d'observation pour maintenant aider la RDC à un processus de transition politique vers des élections libres, crédibles, le fameux 1+4, qui devait mener aux élections, les premières élections libres, démocratiques, transparentes en RDC. On n'a pas besoin de la MONUSCO pour faire des élections. Donc échec, deuxième échec. Mais les élections ont été faites, mais ce n'est pas grâce à la MONUSCO, c'est grâce à l'application personnelle des politiques congolaises. La MONUC à l'époque. D'ailleurs, en 2010, la MONUC devient MONUSCO, avec comme mission protection des civils, protection des personnels humanitaires, stabilité, consolidation de la paix en RDC. Échec total, puisque 2 ans plus tard, au plus fort de la guerre à l'est du pays, naît justement le M23. Et lorsque le M23 est né, il y a une résolution qui a été prise, c'est la résolution 2098, avec la fameuse création de la brigade d'intervention de la MONUSCO, où nous passons d'une mission d'observation, comme ça a été à l'époque, sous la MONUC, à une mission beaucoup plus militarisée, avec une brigade d'intervention pouvant aller jusqu'au plafond de 19 000 hommes pour permettre la consolidation, la stabilisation de la paix à l'est du pays. D'où tous les appareils qu'on voit là, en 2012, de Goma par exemple. 2012, mission de brigade d'intervention, plus de 16 000 à 18 000 hommes, 300 policiers, 10 ans plus tard, en 2022, 0. Alors, 23 ans plus tard, pourquoi passer de 500 à 16 000, 18 000 hommes pour un bilan qui est totalement un échec? Le CG des Nations Unies, Gutiérrez l'a dit à la télévision, le M23 attaque le Rwanda, attaque la RDC sous l'égide du Rwanda.
c'est même plus une guerre par procuration, c'est une guerre directe même que le Rwanda nous fait directement. Donc si même lui, il admet l'échec de la MONUSCO, pourquoi devrait-elle rester? Nous sommes tout à fait d'accord et conscients que la guerre à l'Est et la protection des frontières nationales est une question à régler par les politiques congolais. Raison de plus pour justement permettre à ce que la MONUSCO quitte le terrain et nous facilite la tâche en libérant l'espace pour que nous puissions traiter cette question nous-mêmes. Et c'est ce que le chef de l'État souhaite. Parce qu'effectivement, la MONUSCO a échoué dans sa mission, malgré les efforts, la bonne volonté, mais il est temps de passer à autre chose, à d'autres alternatives, à peut-être une force régionale. Et cette force régionale ne suffit pas, et bien nous nous concentrons sur nous-mêmes et nous travaillerons pour lutter contre le Rwanda nous-mêmes. Les mêmes hommes qu'ils ont chez nous, ce sont les hommes que nous avons chez nous aussi. Donc c'est une question de volonté. Trouvons notre volonté, notre patriotisme, luttons et nous gagnerons cette guerre-là. En une phrase, en une explication, en quoi ce sera une victoire? Parce que la MONUSCO encombre, elle est non seulement muette sur le terrain, mais complice de ce qui se passe au niveau du Rwanda et de la RDC. On doit considérer la MONUSCO comme un ennemi. Mais bien, pas un ennemi, mais comme un complice. Lorsque le secrétaire général des Nations Unies vous dit, avec un air sarcastique et dédaigneux pour la RDC, qu'effectivement, le Rwanda, vous vous doutez bien que le Rwanda, à la télévision, vous vous doutez bien que le Rwanda, que le M23 ne peut pas se fournir tout seul. Bien évidemment, pratiquement, le Rwanda est derrière lui. Et il le dit en souriant. Mais ça veut dire que de deux choses l'une. Soit ils sont muets, soit ils sont complices. Et dans les deux cas, ils sont défavorables à la RDC. Et donc, on ne peut pas rester avec des partenaires qui, vraisemblablement et visiblement, s'assument comme étant des soutiens du Rwanda. Restons dans notre difficulté, entre nous, trouvons des solutions. Mais lorsque vous avez des partenaires qui sont de mauvaise foi et qui ont des partis pris, il faut s'en évincer, bien évidemment. Bien évidemment, il faut les faire partir. Entre-temps, j'aimerais quand même poser cette question parce qu'on est en 2022, fin de l'année 2022, 2023. D'après le délai constitutionnel, on devrait avoir de nouvelles élections à tous les niveaux, comme avait promis Félix Tshisekedi, oui, comme l'a promis Denis Kadima, le nouveau président oui, de la CENI. Est-ce que c'est possible avec le décor planté actuellement? Oui, c'est possible. Le chef de l'État fait le maximum pour que ces élections se tiennent. Parce que si le chef de l'État ne voulait pas de ces élections, la guerre à l'est du pays serait une opportunité en or de justifier l'absence d'élections. Parce que l'insécurité à l'est du pays ne permettrait pas à la tenue d'un processus électoral inclusif. Et donc, justifierait pour cause de risque de perdition d'une partie du pays que les élections soient reportées. Les opposants aujourd'hui, qui pensent que si nous soutenons le chef de l'État par rapport à la guerre à l'est du Rwanda, c'est lui accorder des bonus et des points en plus, et donc nous faisons son drap pour qu'il soit réélu, et donc il s'abstienne de parler, se trompent. Parce que si, même pour les opposants, ils ont intérêt à soutenir le chef de l'État parce que l'unité du pays permettra un processus électoral. L'inclusivité des élections, ce n'est pas ce que les Européens nous disent, en disant il faudrait faire sortir tel de prison pour qu'il soit candidat aussi, il faudrait laisser la parole à celui-ci pour qu'il soit candidat aussi. Non, ça c'est pas l'inclusivité, ça c'est l'inclusivité des candidats. Nous voulons des élections inclusives dans le sens où toute la population congolaise en âge de voter et en capacité de voter puisse voter. Or la guerre à l'est du pays ne permet pas cette inclusivité-là. L'article 63 de la Constitution dit que tout acteur, toute autorité politique nationale, provinciale, coutumière a le devoir de protéger l'unité du pays sous peine de haute trahison. Opposants, hommes politiques du pouvoir sont tous concernés. Le chef de l'État travaille dans ce sens-là. Et donc, oui, il y a élection pour des raisons politiques parce que le chef de l'État fait en sorte que les populations puissent être en paix, vivre en paix et donc pouvoir s'acquitter de leurs droits civiques, notamment voter. Deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, vous pouvez être sûr que même s'il y avait élection, et que vous mettiez des urnes à chaque avenue, au sud, au nord, dans un contexte de guerre, de crépitement, de troupes armées sur le sol kivusien, je vous garantis que personne ne voudra et n'ira voter parce que insécurité régnant. Donc aujourd'hui, même les opposants ont intérêt à travailler avec le chef de l'État pour permettre un climat de paix, un climat permettant les élections. Parce que lorsque le pays sera vraiment en phase de perdition, ce seront les mêmes opposants aujourd'hui qui sont chez eux, qui se taisent, qui laissent le chef de l'État travailler seul, qui diront il n'y a pas élection, il a pris les élections, il a pris la guerre pour dire que c'est une raison de ne pas faire les élections. C'est un manque de vision. Donc oui, il y aura les élections, le chef de l'État travaille dans ce sens-là. Et j'en suis convaincu. Deuxième point, au niveau de la CENI, le ministre des Finances l'a clairement dit, à son niveau, pour le budget 2023, les fonds sont décaissés et mis à disposition de la CENI. Maintenant, la question électorale
d'organisation. La CENI, son organisation, sa création, elle est instituée par la Constitution et son indépendance aussi. Et le chef de l'État n'a pas qualité à s'ingérer dans la mise en place du processus électoral. Lui, ce qu'il fait, c'est à travers son gouvernement de mettre en place les moyens, de mettre en place le contexte politique, mais la technicité, le calendrier, c'est comme ça qu'il disait à la télévision que si vous voulez un calendrier, je vais vous le publier tout de suite. Parce que le calendrier, c'est bien beau, mais la faisabilité technique et matérielle et pratique sur terrain, sécuritaire, financière, c'est la CENI. C'est là où il y a la complication. C'est là où il n'y a pas de complication. Les fonds sont mis à disposition. Et la CENI étant indépendante, son président et son organisation est indépendante, donc à eux de faire en sorte de régler la question constitutionnellement imposée par la Constitution, donc de faire des élections. Donc, oui, la dernière question, mais vous n'aurez pas argumenté là-dessus. Je veux juste un oui ou un non, vu, parce qu'on a fini l'émission, on argumentera peut-être lors d'une autre émission, vu le bilan de Félix Tshisekedi. Autrefois, vous disiez qu'il était un peu très tôt pour faire ce bilan, mais là, on est à presque 4 ans, dans quelques mois, de gestion de Félix Tshisekedi. Vu comment il a conduit le pays, si élection il y a, pensez-vous qu'il a une chance de remporter ces élections et aussi prenant en compte les alternatives qu'il y a en face, c'est-à-dire les opposants, prétendants, ceux qui se sont déjà déclarés adversaires, par exemple? Oui. Vous le dites parce que vous êtes de l'UDPS ou vous êtes un Congolais qui a vécu 4 ans la gestion de Félix Tshisekedi? Parce que je vois les résultats. Nous sommes en guerre. Le chef de l'État actuel est le seul à défendre le pays. Donc, je m'aligne derrière lui. C'est ce que font les Congolais. D'accord. On en reparlera certainement très bientôt. Junior Koudoura, communicateur de l'UDPS. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation et de nous avoir donné de la matière sur cette question épineuse sur la sécurité dans le pays. Un dernier mot peut-être? Non, c'est moi qui vous remercie. C'est vous qui m'avez donné ma chance et pour ça, je vous dis merci et à très bientôt. D'accord. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50.